Même moi, j'arrive pas à m'imaginer l'échelle du temps, quoi. C'est en millions d'années, et puis nous, on est là il y a pas tellement longtemps, donc ouais, c'est impressionnant, quoi, de retrouver ces êtres qui ont vécu il y a des millions d'années en arrière. Je suis en train de regarder ce qu'il y a comme fossiles. Ben, il y a des bivalves, hein. On prend les cartes géologiques, on regarde où passera le tracé, où il y a des affleurements. On fait le bord de la région, on regarde les bords de chemins forestiers ou autres, ou des vieilles carrières. Donc on va déjà prendre quelques prélèvements pour essayer d'identifier les fossiles déjà au bureau et puis de se faire une idée un peu plus précise de la nature de ces couches. Ouais, d'accord. Extra. On va essayer avec cet affleurement de le localiser géographiquement, approximativement. Et ce sont les sondages ensuite qui vont essayer de vérifier la présence ou non de ces niveaux fossilifères et de pouvoir les localiser et en profondeur et au niveau géographique. Le sondage est intimement lié à la prospection. En fait, lors de la prospection, on recherche les niveaux fossilifères en dehors des tracés de l'autoroute. Les sondages, en fait, permettent de chercher ces niveaux fossilifères à l'intérieur de ces tracés. Donc en fait, c'est un lien, c'est une confirmation de ce qu'on trouve lors de la prospection. Le deuxième point, c'est qu'en fait, ça permet de situer géographiquement ces sites fossilifères et aussi de situer la profondeur de ces niveaux fossilifères. S'il se situe à 1 mètre ou plus, à 4 mètres de profondeur, les techniques de fouille seront différentes. Donc il est important de faire des sondages pour savoir comment nous allons fouiller ultérieurement. Et le troisième point, ce qui est important, c'est qu'en fait, nous faisons les sondages en même temps que les archéologues. Nous avons donc un partenariat au niveau de ce sondage. En fait, ils fouillent les premières parties donc, du terrain et nous fouillons plus profondément. L'intérêt scientifique de cette fouille, c'est de comprendre, à travers ces 8,50 m de couches, de comprendre l'évolution de cette faune marine. Et pour comprendre cette évolution, on va documenter couche par couche les fossiles qu'on y trouve. On va regarder le contenu en fossiles de chaque couche et les relations entre les différents fossiles dans ces mêmes couches. Donc c'est... Par rapport aux autres surfaces, elle est relativement riche, mais peu d'huîtres et peu de brachiopodes. Et puis par contre, il y a énormément de bivalves qui vivaient à l'intérieur du sédiment.
Donc un changement assez vraiment rapide, hein. super marqué de la biodiversité. Et puis en plus une belle surface là, hein, avec 100-150 fossiles je pense sur 1 mètre carré. Et puis la préservation de ces fossiles, elle est assez bonne de manière générale, ou bien bon, on voit que c'est un peu cassé, c'est un peu érodé. Ce genre-là, on ne trouve qu'une des 2 valves, Voilà, en fait, et en position de cette manière. voilà. Ce qui montre un certain déplacement après la mort de l'animal. Tiens. Ouais, on voit que ça a été un peu bousculé, qu'ils ne sont pas tous en position de vie. Il y en a quelques-uns qui sont en position de vie, comme ceci. Donc les courants ont joué un rôle probablement Oui, pour les de organiser concentration de de fossiles Mhm. en un même endroit. Ouais. La documentation permettra de voir un peu l'image d'ensemble. Qu'est-ce que c'est qu'une doline? C'est une sorte de grand trou dans ces calcaires. Et ce que vous voyez très bien ici devant moi, et cette coupe est absolument exceptionnelle parce qu'on a rarement l'occasion de voir quelque chose qui géométriquement est aussi bien disposé, c'est cet enfoncement des couches vers le centre de la doline. Généralement, les couches stratigraphiques sont déposées à plat et on voit ici qu'elles sont obliques. Comment se crée une doline? Eh bien simplement parce que l'eau a le pouvoir, en circulant sur le calcaire, de dissoudre la roche et petit à petit de s'enfoncer dans le réseau souterrain. C'est la couche de dessous. Bon, ça ressemble à... Vous dites qu'en haut c'est différent. Ça, là, voilà. Ça, on va les séparer. Là, Luc. On met tout ça dedans. Ah oui, c'est bien ça. Alors dans ces dolines, on s'intéresse tout particulièrement à une période encore un peu plus restreinte, entre environ 60 et 30 000 ans, où nous retrouvons régulièrement des couches porteuses de cette célèbre faune quaternaire liée entre autres au mammouth. Alors ici j'ai quelques exemples de choses qu'on a trouvées. Alors effectivement je vais commencer par le mammouth. C'est une des dents qu'on a trouvées encore cette année. Je pense que c'est la plus belle qu'on ait trouvée jusqu'à maintenant. C'est une molaire inférieure gauche d'un mammouth daté d'il y a environ 30 000 ans. Sinon, comme autre spécimen qu'on a trouvé, ici on a une mandibule inférieure, enfin mandibule de rhinocéros, le célèbre rhinocéros laineux, contemporain au mammouth. On a aussi trouvé une autre mandibule. Ici vous avez une mandibule d'un bison, qu'on appelle bison des steppes. Et on a encore trouvé aussi des restes de cheval. Et ici, une molaire supérieure d'un cheval type cabalin, très proche du cheval que tout le monde connaît, donc du cheval actuel. Ce qu'il y a, c'est que dans le contexte de cette doline qui est en train d'être fouillée ici précisément, on a trouvé quelque chose de nouveau qui était manquant dans notre matériel jusqu'à aujourd'hui. C'est quelque chose de tout petit que je peux sortir ici. C'est du micro-mammifère ou du petit mammifère. En général, c'est des rongeurs. Et ici, vous avez une petite mandibule, une demi-mandibule si on veut bien, d'un rongeur.
On lève, nous. Doucement. Doucement. On tire. On tire. On laisse du mou. C'est bien, c'est bien. Non, je dis non, non, je coupe pas. Là, faut déjà été coupé. Là, j'aurais fait une promotion musique. Avant, ça allait. Ok. Pas trop fort, hein. Non, non, mais tu peux y aller, mais pas trop fort, pas trop de bruit. Comme du scotch. Alors ici. Je sais pas combien de temps on va mettre pour la sortir celle-là. Si on reste tout le temps dessus, 2 jours peut-être, à peu près. Et puis je pense que le 3e jour on pourra l'amener chez toi pour la préparer. Ouais. Bah, c'est super ça. Maintenant, dès qu'on ouvre un secteur et tu vois, on commence à avoir déjà une belle tortue là. Ouais. Là, c'est une tortue, une très belle tortue. On rentre toutes les données pareil dans une base de données, le nom, d'où ça vient, où ça ira, les coordonnées, pour ensuite les mettre, aller les mettre en collection directement au château. Donc voilà, on trouve une tortue comme ça dans le terrain. Et ensuite, on va creuser une tranchée tout autour de la tortue. On va plâtrer tout ça avec des bandes, que ça soit bien solide. Puis après, on peut le prélever sans que rien ne bouge. Puis on peut la retourner. Une fois arrivé ici, ben moi j'enlève le sédiment qu'il y a dessus maintenant. Puis là, on voit que bon, ben, il y a des morceaux qui vont bien, il y a d'endroits où c'est très très dur. Où là, il faut meuler, gratter, c'est un boulot assez dur, assez long. Et ensuite, une fois que tout ce travail il est effectué, on va consolider cette tortue. Donc on va infiltrer des résines dans toutes les fissures de la tortue pour qu'à la fin, que ça soit un bloc, que ça sorte en un bloc. Et une fois ce travail terminé, ben ça repart chez les paléontologues qui, eux, vont faire des dessins, la mesurer, déterminer, et puis enregistrer tout leur tralala. Alors là, je travaille sur une petite plante qui a été prélevée sur le terrain il y a 2 jours, donc c'est encore bien humide. Et puis on voulait essayer de dégager, enfin ce qui serait bien, c'est de pouvoir dégager la terre. Alors ici, il y a une mandibule de crocodile qui a été trouvée au bois de Silleux.
Et puis, bon, elle a été cassée pendant le décapage. Il y a aussi des plantes sur lesquelles je dois travailler, qui ont été prélevées, donc c'est dans des plâtres. Il faut les sortir du plâtre, les consolider, stabiliser pour l'étude surtout, mais peut-être. Il y a une mandibule de poisson, de la tortue aussi, beaucoup de tortues. Là, il y a un plastron et puis des parties de petites tortues en fait qui ont été retrouvées et préparées. Et puis on travaille aussi sur des invertébrés. C'est assez varié, quoi. Voilà, donc nous nous trouvons ici dans les caves du château de Porrentruy, sous les prisons. Et c'est le lieu ici de notre stockage de tous les échantillons, donc de la mise en collection de tout ce qui est découvert sur les différentes fouilles le long de la Transjurane à 16. Donc on a plusieurs types de conditionnement en fonction de la taille des échantillons et de leur type. Ici, on a une première partie où on a des étagères métalliques qui comportent les plus imposantes pièces. On a en particulier sur la droite des blocs calcaires avec des traces de dinosaures. Donc les caisses sont numérotées simplement. Et puis ici, je peux vous montrer un peu comment la logique en fait du rangement dans ces différentes armoires. Donc c'est tout rangé par année puis par site. Et à l'intérieur d'un site, ici on est par exemple sur le Chafouet de 2004, les différents fossiles sont rangés par rapport à la systématique du plus évolué vers le moins évolué. Donc on va commencer avec des reptiles, des crocodiles, des tortues, ensuite des échinodermes, des oursins donc, et on va descendre dans la systématique pour terminer avec des bivalves et des gastéropodes. Ici on a par exemple un joli exemple de gastéropode, l'Harpagodes océani, qui a été donc préparé et qui serait susceptible d'être utilisé pour une présentation muséographique. Et puis ici on a l'exemple de quelques-unes de nos plus belles pièces de la collection. Donc c'est un peu nos fleurons. Donc vous avez par exemple là des gastéropodes qui ont été préparés. On a des ammonites, des mâchoires de poissons. On a également du crustacé avec des pinces de crabe. Et là, une très jolie carapace de tortue qui est quasiment complète. J'ai le souvenir, lorsque j'étais à l'école primaire, d'avoir assisté à la projection d'un film merveilleux, le film d'Haroun Tazieff, qui avait été réalisé par Pierre Bichet. Et dans ce film, j'ai une image qui m'est restée imprimée, c'est celle d'un géologue, le marteau à la ceinture, qui se promenait sur la lèvre d'un volcan rougeoyant. Et donc cette image m'a très fortement impressionné et je crois que depuis cet instant, j'ai la certitude que je serai géologue. Le premier type de roche que l'on va rencontrer sur cette coupe de Kwazia correspond à des calcaires constitués de grains cimentés entre eux par de la calcite. Ces calcaires renferment également en abondance des fossiles de gastéropodes. Ce sont ce qu'on appelle des nérinés que l'on voit ici en section. Et ces gastéropodes étaient très fréquents dans les milieux de récifs, dans les milieux de barrières récifales. Donc le premier faciès observé sur la coupe de Kwazia correspond à des calcaires formés de grains, cimentés entre eux par de la calcite. Ces calcaires renferment également des débris de coquilles. On a vu sur le terrain qu'il s'agissait de gastéropodes, de nérinés. Et puis également des éléments ici perforés, ponctués, qui correspondent alors à des excréments de crustacés.
vraiment la succession, hein, tu vois, il y a bien tout ce qui est un peu marin à la base, on voit les laminites avec le niveau à traces. Et Folk, c'est une biopelle éventuellement oomicrite, qui a un peu moins de coquillages. Par contre, il y a des fragments d'oursin. Mais sinon, le microfaciès reste la même chose pour Dunham et Folk. Oui, donc ça nous donne un changement un peu d'énergie et de niveau marin. Ouais, là, il y a même des petits fragments de coraux, là. Ah bon. Ouais, ce qui serait assez favorable à l'explication qu'on a. Oui. Je pense que c'est vraiment moins profond. Peut-être des petits récifs qui s'installent et l'énergie qui augmente, ce qui est assez classique. Oui. Je peux ainsi dire qu'à cet endroit-là, on a un lagon assez profond, mais qui commence à être moins profond. Et le même lagon, ou un système comparable, je peux l'observer à quelques kilomètres d'ici, le long du tracé de l'autoroute. Ceci nous permet de comprendre à la fois la notion de l'espace, c'est-à-dire de l'occupation de ce système marin dans cette région, et leurs évolutions à travers du temps. Donc mon travail à moi, c'est d'étudier les microfossiles. Je travaille sur une période qui est entre 32 et 30 millions d'années. Ici, dans le Jura, il y avait la mer, ce qu'on appelle la mer rhénane. Elle recouvrait tout le fossé rhénan. Quand la mer rhénane est arrivée dans la région il y a 32 millions d'années, elle est arrivée de façon assez brutale. Alors tout de suite, on a eu des associations de microfossiles, surtout l'ostracode, qui permettent de conclure qu'on avait des milieux qui étaient au-delà de 40 mètres de profondeur. Et puis après, le niveau de la mer a baissé, ce qu'on appelle une régression. Et là, les associations d'animaux ont changé en fonction du milieu. Et donc, on a vu petit à petit la profondeur de la mer diminuer. Ces changements du niveau marin, on peut les voir avec l'évolution des microfossiles, et dans ce cas-là, surtout les ostracodes. À partir des fossiles, on peut déduire, par exemple, les environnements, à savoir est-ce que c'était des animaux qui vivaient dans des lacs, est-ce qu'ils vivaient dans la mer, s'ils vivaient dans la mer, à quelle profondeur, est-ce qu'il y avait de la végétation, des algues, des plantes aquatiques, est-ce qu'il y avait une salinité, est-ce qu'il y avait des courants. On peut avoir un tas d'informations à partir de l'analyse de ces animaux. Tu te souviens, on avait fait ça pour la Beuchy, donc là on était dans ce contexte de forêt tropicale, marécageuse, et puis on était surtout il y a 30 millions d'années. Ouais. Donc on avait commencé à construire le paysage, puis on avait greffé, en tout cas mis en scène les animaux principaux, c'est-à-dire ces anthracothères, ces ruminants primitifs, puis ces petites faunes de rongeurs. Alors on va partir sur le même principe, mais dans un contexte un peu différent, puis cette fois je vais te proposer de faire quelque chose de beaucoup plus récent. C'est une faune de 35 000 ans, si tu veux, de manière générale, donc ça on peut mettre de côté. Et puis, je veux partir sur le même principe, mais cette fois on a plus de précision parce qu'on va essayer de mettre en scène notre faune de 35 000 ans directement sur la morphologie actuelle, puisqu'elle n'a pratiquement pas changé. On sait qu'on est dans un climat stépique, aride et froid, mais il y a quand même une saison un peu plus clémente, donc il y a un début de sol qui est quand même en place. On a une végétation de graminées, de lichens, de mousses, pratiquement pas d'arbres. On peut peut-être mettre de ci, de là un petit bouquet, mais guère plus. Et puis, ce qu'on va faire après, c'est qu'on va se focaliser sur nos animaux qu'on a trouvés, c'est-à-dire le mammouth,
le rhinocéros, le cheval et le bison. 4 brouteurs et même purs brouteurs de graminées. Et puis ce qu'on va rajouter après, mais je ne sais pas comment, c'est les rongeurs qu'on vient de trouver à Vachecha. Oui. Et ces rongeurs, c'est quelque chose comme des lemmings, c'est aussi des animaux qui sont très adaptés à ces plaines arides à graminées. Le problème, tu vas le voir au moment où je ferai des esquisses probablement, c'est que les animaux, ils vont être tout petits. Donc il faudrait voir sur quelle espèce on va mettre le plus d'importance peut-être pour avoir peut-être vers l'avant-plan, puis ensuite aller par étapes, et puis peut-être pas mettre obligatoirement toujours par troupeau. Donc non, mais tu pourrais mettre un troupeau en arrière-plan plus ou moins important, comme les bisons, ça s'y prête vraiment bien. Et puis le mammouth, tu peux en mettre un en avant-plan, puis peut-être susciter, comme je te disais, le troupeau qui va se perdre dans l'arrêt de l'image.